Vous pourrez le revisionner sur notre site internet. Je vous enverrai les liens après le webinaire et le partager éventuellement à vos collègues. Ça, c'est toujours bien. On va évidemment couper les micros et à la fin du webinaire, on va vous demander un petit peu enfin déjà pendant, mais après, à la fin, on va vous demander de participer un petit peu pour une petite enquête qu'on voudrait vous proposer. Voilà, voilà. Donc ici, on en a pour 1 heure maximum. Vous aurez l'opportunité de poser vos questions. Peut-être, Valérie, je ne sais pas ce que tu préfères, soit on t'interrompt, soit on demande de garder les questions, de les noter dans le chat et on les reprend à la fin. Donc, c'est peut-être mieux C'est plus comme facile à ça. la fin si on veut Donc, tenir le timing. voilà. N'hésitez pas à les noter dans le chat, comme ça, vous ne les oubliez pas et on les reprend une par une à la fin au moment des questions, si ça va pour vous. Voilà, voilà. Donc, je laisse la parole à Valérie. Je vais juste aussi vous préciser qu'aujourd'hui, il y a Grégory Beaujean, que vous connaissez voilà, pour la plupart, de l'équipe Travi. Moi, je suis responsable Wallonie. Et alors, il y a aussi Emmanuel Désirant qui est là et qui assiste également au webinaire. Donc, voici notre équipe presque au complet. Voilà, je te cède la parole, Valérie. Merci. Donc, moi, je travaille au niveau de la direction emploi et participation sociale, l'administration centrale de la VIC à Charleroi. Donc, on a une administration centrale et des bureaux régionaux, mais je vais vous expliquer tout ça dans le détail. Tu peux passer à la dia suivante. Donc, ce qu'on souhaitait peut-être avant de démarrer vraiment sur l'offre de services, c'est reprendre quand même quelques notions sur le handicap pour être sûr de parler du même public, que vous puissiez identifier de qui on parle. Et donc, on va directement vous mettre en action en vous demandant d'aller donc via vos vos téléphones, pardon, sur alors soit Menti .com avec le use code qui est au-dessus, soit directement avec le QR code. Je vous laisse vous connecter. Donc la première question, vous pouvez rester connecté après parce qu'il y aura d'autres questions dans le courant de la présentation. Et donc la première question, c'est pour vous, qu'est-ce qui évoque pour vous le mot handicap? Faut déjà envoyer Valérie ou on attend? Ah oui, envoyez. On voit? Ouais. Vas-y, oui. Chez tout le monde à Menti. Hop. C'est bien. Voilà, donc on voit effectivement apparaître des mots peut-être un peu plus visibles comme difficulté motrice, limite, donc des mots peut-être un peu qui ont une connotation assez négative et des mots plus positifs comme opportunité, inclusion, aménagement de poste, Excusez-moi. adaptabilité. Alors si on passe peut-être à la dia suivante, vous verrez qu'effectivement, vous avez bien fait le lien entre différentes notions qui se rapportent soit au mot déficience, soit au mot handicap. Donc il faut bien faire la distinction entre les deux. La déficience, c'est une maladie, c'est le nom d'une pathologie, c'est une difficulté qui, par exemple, la fibromyalgie est une déficience, la surdité est une déficience. Le handicap, c'est la conséquence réelle, les répercussions fonctionnelles que vont avoir ces difficultés de santé dans la participation de la personne. Alors ici, évidemment, c'est dans le cadre de l'emploi. Donc, quelles sont les répercussions que vont avoir ces difficultés-là au niveau de l'emploi? Une même personne fibromyalgique n'aura pas nécessairement les mêmes répercussions au niveau du handicap. Elle va vous dire, voilà, j'ai cette pathologie-là, cette maladie, mais qu'est-ce qui va réellement impacter sa situation de travail? Ça peut être pour une personne le fait d'avoir des difficultés à se mobiliser le matin, et pour une autre personne qui a la même maladie, ça va être une difficulté peut-être à travailler 2 jours de suite ou à clôturer des journées entières. Donc c'est vraiment, ce sont ces éléments-là sur lesquels vous devez vous appuyer pour déterminer alors les difficultés ou les possibilités de matching avec des offres de travail
voire peut-être avec des adaptations organisationnelles à proposer pour cette personne-là. Et donc, le fait de savoir qu'une personne a une déficience intellectuelle, un trouble psychique, un problème sensoriel, une maladie ou un trouble moteur, a une importance seulement si vous estimez ensuite les répercussions que cette maladie-là va avoir de façon très concrète. Et donc, dans la dia suivante, vous allez voir que le handicap, c'est aussi une notion qui doit être prise en compte de façon beaucoup plus large par rapport à l'environnement de travail. Anne, si tu sais passer à la suivante. Donc, en fait, il y a une influence de l'environnement. C'est pour ça qu'on ne parle plus de personnes handicapées, mais de personnes en situation de handicap, pour bien remettre la personne au centre de cet environnement. Donc, dans l'environnement, on va tenir compte de toute son expérience, sa formation, ce qu'elle a pu accumuler comme compétences ou comme savoir-être, savoir-faire. D'un autre côté, c'est aussi tout l'environnement dans lequel elle va évoluer. Donc, comment est-ce que j'arrive sur mon lieu de travail? Comment est-ce que je vais pouvoir me déplacer sur mon lieu de travail? Quelle est l'accessibilité de ce lieu? Alors ça, c'est vraiment l'exemple architectural le plus simple. Une personne qui, par exemple, qui marche avec une canne, si vous lui proposez un emploi dans un environnement où tout est de plein pied, elle peut facilement trouver une place de parking devant la porte et que les portes sont coulissantes, elle ne sera pas en situation de handicap. Donc là, il n'y a pas de répercussion réelle. La personne va exercer son activité comme n'importe qui, évidemment, dans un emploi qui ne demandera pas de port de charge. Mais disons, dans un emploi de bureau, ça ne posera pas de souci. Ce même travailleur, vous lui proposez une mission dans laquelle il n'y a pas de parking, il n'y a pas de transport en commun aisé pour accéder à l'endroit de travail. Elle a un escalier qu'elle doit montrer, qu'elle devra monter tous les jours ou où elle a beaucoup de déplacements au sein de l'entreprise. Elle sera en situation de handicap. Donc la même personne va être plus ou moins en situation de handicap. Alors je vous donne un exemple un peu caricatural, mais on pourrait aussi le transposer à quelque chose de plus organisationnel. Une entreprise qui a déjà met en place du tutorat, met en place des processus d'intégration du travailleur pour lui faciliter la compréhension des tâches qu'il doit exercer, qui fait attention à ne pas avoir par exemple, d'éléments sur le chemin pour accéder à un lieu de travail, donc où je vais dire l'environnement est propre et facile d'accès. Ces éléments-là vont aussi avoir un impact sur l'existence ou non du handicap. Tu peux passer à la suivante. Donc ici, on va s'attarder sur plus qui sont les personnes en situation de handicap, avec une première question pour vous. À votre avis, quel est le pourcentage de la population des 15 à 64 ans qui vit des situations de handicap? Donc, normalement, ça va s'afficher dans votre application. C'est dans le monde du travail ou tout confondu? Tout confondu. Tout confondu. Tout confondu, donc on va dire les personnes en âge de travailler. Ouais. Parmi ces personnes, à votre avis, quel est le pourcentage de personnes qui déclarent avoir une situation de handicap ou une problématique de santé? Okay. Attends. J'ai perdu le truc. Je cherche, moi. Si vous l'avez perdu comme Greg, vous avez au-dessus le lien voilà, vers voilà. menti.com. Voilà. Clac. Ouais, c'est ça. Voilà. Tout le monde doit voter, hein. C'est obligatoire. Mais c'est anonyme, donc ça va. Donc effectivement, on voit que c'est de 15 à 20%, donc vous êtes tout à fait dans le bon. Donc chaque année, l'enquête sur les forces de travail établit sur base d'un échantillon les personnes qui déclarent avoir une problématique de santé dans cet échantillon. Et donc, on est à plus ou moins une personne sur 5 dans la population qui déclare avoir une situation de santé qui va impacter sa participation sociale ou professionnelle. Donc, la proportion est importante et ces personnes font probablement partie des candidats que vous allez rencontrer, voire parfois des employeurs ou des personnes que vous allez
aussi rencontrer dans le cadre de vos activités, donc parfois des collègues aussi. Question suivante. À votre avis, quelle est la proportion de handicap de naissance? Donc, combien parmi ces personnes ont un handicap qui arrive dès la naissance? Alors, effectivement, on est sur 20%. Donc, là, on va avoir ce pourcentage va diminuer au cours du temps. On voit qu'il est en diminution régulière parce que les personnes, enfin, donc, le médical, le suivi des grossesses s'est amélioré au fil du temps. Et donc, on a de moins en moins de handicap de naissance, mais ça veut dire aussi qu'on va rencontrer de plus en plus de personnes qui, courant de leur carrière, ont une difficulté de santé qui va avoir un impact sur leur situation de travail. Et donc, vous allez rencontrer des personnes qui, pendant des années, ont exercé une fonction dans un métier qui leur convenait et qui vont, suite à une période de maladie, suite à une période d'absence, ou suite simplement à un souhait de changer d'orientation professionnelle, vont devoir changer suite à une problématique de santé. Donc voilà, ces personnes, j'imagine que vous allez les rencontrer aussi dans le cadre de vos missions. Il y a encore une question, je pense. Oui, donc ça confirme ce qu'on vient de dire. Quelle est pour vous la proportion de handicap invisible? Donc, parmi ces personnes, quelles sont pour vous, enfin, à votre avis, quelle est la proportion de handicap qui ne se voit pas? Pour la personne qui nous rejoint, si elle le souhaite, elle peut se connecter à menti.com avec le use code qui se trouve au-dessus de l'écran. Donc, Siam, tu peux te connecter si tu veux. Alors, le code, c'est ce qui est au-dessus, c'est ça? Ouais, au-dessus à droite, là. 1903 66 18. Ouais. Donc ici, c'est assez partagé, même si la plupart d'entre vous pensent à la moitié. Donc en réalité, on est davantage auprès des 80%. 80% des handicaps ne sont pas visibles. Donc vous allez effectivement rencontrer des personnes, des candidats qui ne vont pas vous déclarer avoir une situation de handicap, une problématique de santé, et pour lesquels vous n'allez peut-être pas le détecter tout de suite. Donc ce sera peut-être quelque chose qui va apparaître au fur et à mesure de sa mission. Bah ouais, les gens ne sont pas spécialement fiers d'exposer leur handicap comme ça à un recrutement, quoi. C'est pas nécessairement une question de fierté, ça peut être juste une crainte que ça empêche d'aller au-delà de cet entretien. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc 35% des personnes en situation de handicap travaillent, alors qu'on est au-delà pour des personnes valides, bien au-delà même. Donc là, on voit qu'il y a encore un gap énorme et une possibilité aussi d'aller vers ce potentiel de personnes qui souhaitent travailler. Tu peux passer à la suite. Oui, donc ici, c'est pour les personnes valides. Alors, j'ai repris sur les 2 dias suivantes des tableaux qui ont été faits avec vos collègues il y a quelques années, donc d'autres consultants, où on s'était attardé sur 2 moments, donc l'entretien et l'argumentaire vers les employeurs. Vous voyez ici, au niveau de l'entretien avec un candidat en situation de handicap, on a repris certains éléments qui peuvent vous aider un peu à baliser, ou en tout cas avoir un éveil par rapport à différentes questions que vous pourriez vous poser. La première chose que l'on a mis en avant, donc c'est au-dessus, numéro 1, c'est bon, comme pour tout entretien, comme pour tout candidat que vous allez rencontrer, c'est toujours évidemment de déterminer les compétences, le savoir-faire de la personne. Donc là, ça ne change pas par rapport à vos habitudes de travail. Par contre, à partir du moment où le handicap est visible, c'est peut-être plus facile de poser des questions directes sur les besoins éventuels du candidat par rapport à sa fonction ou son environnement de travail. Je fais la distinction entre les deux. Il y a d'une part les tâches qu'elle va effectuer, mais il y a aussi l'environnement de travail. Est-ce que je serais plus à l'aise dans un environnement où j'ai une petite équipe de travail, où je travaille peut-être dans une pièce fermée et
pas dans un open space? Est-ce que je suis plus à l'aise si je n'ai pas de déplacement? Donc voilà, cet environnement a une importance et les tâches également. Est-ce que toutes les tâches qui sont prévues dans la mission, je peux les réaliser sans difficulté? S'il y a des difficultés pour certaines, est-ce qu'il y a des mesures organisationnelles possibles ou matérielles? Si le handicap est invisible, ça peut être intéressant aussi alors de le détecter ou en tous les cas de pouvoir poser des questions peut-être un peu plus élaborées si vous voyez certaines choses, comme par exemple l'évocation de la VIC ou de la WIP dans le CV, un changement d'orientation brutal. Donc la personne a travaillé pendant des années dans un domaine, elle a peut-être une période d'absence et puis elle souhaite totalement changer d'orientation. Peut-être qu'il y a une raison, il y a une problématique de santé. Est-ce qu'elle a fait aussi une formation dans l'enseignement spécialisé ou dans un CFISPA? Donc un CFISPA, c'est un centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle adapté. Ce sont des centres qui étaient jusqu'au 1er juillet agréés par la VIC, qui maintenant sont agréés SPOE. Donc parmi les centres, je vous donne vite la liste, ça vous éveillera peut-être à des centres que vous avez déjà eu en contact par le passé. Donc sur Liège, on a Aurélie, le PLOP, le CRT, le Tilleul. Sur Namur, il y a Espace Formation Emploi, le CAMEC, le Mozan et Formarive. Sur le Luxembourg, c'est la Canopée. Et sur le Hainaut, c'est le réseau Prorienta, Novavia, qui avant s'appelait Polybat, et le CERAT. Donc ce sont des centres qui vont avoir parmi leur public des personnes reconnues par la VIC ou en incapacité ou en invalidité. Parfois, elles ont aussi des actions davantage avec des demandeurs d'emploi, mais là, on sera plus dans des appels à projets Forem. Donc, tous ces éléments-là vont pouvoir vous donner des indices et vont pouvoir aussi vous permettre peut-être de poser des questions plus directes, donc comme reprise plus haut dans la case 2, sur est-ce que ces difficultés ont un impact, n'ont pas d'impact, ou est-ce qu'il y a des points de vigilance à avoir dans le choix de la mission d'intérim ou des tâches qui seraient dévolues par exemple à une mission. Donc on revient un peu sur les mêmes types de questions. La personne est-elle toujours en capacité d'exercer son métier? Donc elle souhaite continuer dans un métier qu'elle exerçait préalablement, mais suite à une problématique de santé, est-ce qu'elle est toujours capable d'effectuer ce travail de la même façon? Est-ce qu'il faut envisager une adaptation pour ce poste? Est-ce que le handicap a un impact sur l'emploi? Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques des adaptations? Et est-ce qu'il y a aussi des compétences spécifiques? Donc, si je prends de façon plus caricaturale, je dirais que pour certaines déficiences, vous allez avoir des capacités plus importantes. Alors, je disais c'est caricatural parce que on ne sait pas faire de généralité, mais souvent les personnes avec un trouble du spectre autistique de type Asperger vont avoir une capacité de concentration qui est hors norme par rapport à nous qui n'avons pas ce type de difficulté. Et donc, vous allez les retrouver parfois de façon très compétitive, compétitive ou proactive dans des métiers de type informatique ou qui demandent de l'encodage. Les personnes sourdes vont peut-être avoir pour certaines une capacité de concentration plus importante. Une personne avec un trouble visuel va peut-être avoir une affinité motrice ou du toucher qui est plus importante ou de l'ouïe parce qu'elle aura développé ses autres sens. Alors, voilà, c'est peut-être un peu... il ne faut pas faire des généralités. Donc, voilà, vous allez retrouver ces éléments-là parfois chez certains travailleurs. Et de façon, je veux dire, plus globale, ce sont souvent des personnes qui vont préférer être fidèles à une entreprise. Donc, il y aura moins de turnover. Sont des personnes qui souvent ont une motivation assez importante, donc vont peut-être être présentes quand elles ont des petits maux, des petites difficultés de santé, donc parce que voilà, c'est peut-être des petites choses qui vont passer en arrière-plan pour elles. Et alors peut-être une débrouillardise assez particulière. De nouveau, voilà, je ne veux pas faire des généralités, mais c'est un peu ce qu'on constate. Tu peux passer à la suivante. Donc, vous avez un petit peu le même
le même type de schéma, mais ici par rapport à vos clients. Donc la première chose qu'on avait évoquée avec vos collègues, c'est le fait évidemment le premier argument, c'est de faire confiance au choix du consultant. Si le consultant propose un candidat, c'est qu'il correspond au profil recherché. Et donc voilà, c'est un des premiers arguments qui avait été mis en avant. La personne, le candidat, a des compétences spécifiques ou traditionnelles, mais elle a développé une certaine compétence dans le métier qu'elle a exercé via sa formation, via ses stages, via son expérience professionnelle. C'est le fait aussi d'accéder à une réserve de main-d'œuvre plus large. Comme vous le savez, on a pas mal de pénuries sur certains métiers. Donc parfois, il est nécessaire d'aller au-delà peut-être des canaux traditionnels et de s'orienter vers des canaux moins classiques de recherche de candidats. La responsabilité sociétale, les valeurs de l'entreprise, c'est aussi quelque chose sur lequel on va facilement s'appuyer. Certaines entreprises, clairement, vont souhaiter avoir une diversité au sein du personnel. Alors certains vont aller plus vers de l'inclusion de personnes neurodivergentes pour essayer d'avoir peut-être une autre façon créative de créer des produits. D'autres vont peut-être plus essayer d'avoir du personnel qui correspond à leurs clients, donc en engageant peut-être une personne avec une déficience sensorielle. Donc voilà, c'est aussi une possibilité, mais ça revient au point 5, de s'ouvrir à de nouveaux segments de marché, de nouveaux produits, d'essayer d'imaginer quelque chose qui correspondrait à ces 20% de la population. S'adjoindre des personnes motivées, fidèles, donc j'en ai parlé préalablement. L'efficacité, donc le fait de penser à des adaptations pour un travailleur va souvent être bénéfique pour d'autres. L'exemple le plus simple, c'est je crée par exemple quelque chose une fiche technique pour un travailleur qui doit faire des salades et qui a peut-être une difficulté avec du stress. Donc, voilà, l'employeur qui est dans l'ORECA va lui recréer une image de dans cette salade-là, tu mettras tels éléments. Ce sont des fiches techniques qui vont servir à d'autres, un étudiant, un intérimaire, un nouveau travailleur, une autre personne qui serait en stress peut-être à un certain moment de la journée, qui a besoin de s'appuyer sur des documents. Donc voilà, c'est vraiment le fait de réfléchir pour un va souvent être bénéfique à d'autres. Un autre exemple, c'est le fait de mettre en place une rampe d'accès, par exemple, pour quelqu'un qui se déplacerait de façon qui a des difficultés de déplacement. Cette rampe d'accès sera utile à quelqu'un, à un autre collègue qui momentanément, par exemple, est en chaise roulante. Ça peut être utile pour un fournisseur qui doit rentrer avec un chariot, enfin, que sais-je, toute personne qui doit avoir accès au lieu de travail. Donc souvent, on voit que l'intérêt, il va être intéressant pour d'autres personnes. Le recours aux primes, ça je vais y revenir tout de suite, c'est peut-être le dernier des arguments, parce qu'un employeur qui n'a pas déjà une motivation de départ à engager, le fait de lui proposer une prime, voilà, c'est peut-être la cerise sur le gâteau, mais c'est peut-être pas l'élément premier euh, auquel il faut penser. L'obligation d'emploi, donc ce qu'on appelle communément les quotas. Il y a un quota de personnes en situation de handicap au sein des entreprises uniquement publiques. Donc les entreprises publiques ont cette obligation avec des pourcentages différents. Donc vous avez un pourcentage de 3% au niveau des SPF, donc services publics fédéraux, et de 2,5% au niveau local. Donc local, c'est communes, CPRS, associations de communes, et au niveau région wallonne, euh, Fédération Wallonie-Bruxelles aussi. Donc on est à 2,5%. Tu peux passer à la dia suivante. Alors, avant de jouer au niveau du Menti, je crois que ce sera la dernière question pour vous. Quelle est, à votre avis, la mission de l'AVIC? N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaise réponse.
Oui, donc on revient à des mots vraiment qui ont du sens pour moi, qui sont vraiment liés à la mission de la VIC, le conseil, l'accompagnement, la sensibilisation, la protection, effectivement, l'information, l'inclusivité. On est dans le même type de réponse. Donc la VIC, en fait, a été construite en 2016, donc ça commence à faire quelques années, suite à un transfert de compétences. Donc précédemment, on avait la WIP, qui correspondait à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, qui est la branche handicap actuelle de la VIC. Au sein de la VIC, maintenant, vous avez 3 branches. Une branche famille qui correspond on est régulateur au niveau des allocations familiales. On a la branche santé qui, elle, correspond à la prévention santé, à des financements et des agréments au niveau des maisons de repos, des hôpitaux, la santé mentale. Donc voilà, c'est plutôt une branche où on fait de l'agrément et du subventionnement. Et on a la branche handicap qui, elle, correspond au soutien des personnes en situation de handicap, donc avec problématiques de santé à différents niveaux. Donc on peut intervenir pour tout ce qui concerne plus de l'institutionnel, on va dire le logement, le fait d'être dans des logements encadrés correspondant aux besoins qui sont des personnes en perte d'autonomie. On va avoir tout ce qui concerne davantage le fait de rester à domicile en aide individuelle, donc le soutien par exemple de l'aide matérielle au domicile, sur le véhicule, des services d'accompagnement. Et on a pour terminer la partie emploi-formation, où on va travailler alors effectivement cet accompagnement, ce conseil des travailleurs et des employeurs et des opérateurs qui sont en lien avec ces travailleurs et ces employeurs pour essayer d'intégrer, réintégrer ou maintenir à l'emploi. Tu peux passer à la suivante. Oui, donc ça c'est ce que je viens de dire. Et donc on a 7 bureaux régionaux. Donc, vous voyez, Charleroi, Dinan, Libramont, Liège, Mons, Namur et Ottignies qui vont être les interlocuteurs directs des travailleurs et des employeurs en accompagnant directement au sein des entreprises. Tu peux passer à la suivante. Et donc, comme je le disais, on va essayer de faciliter l'intégration qui vous concerne davantage. Et on a aussi un pan maintien et retour à l'emploi, toujours dans un objectif d'autonomie et de productivité du travailleur. Ce qu'on va mettre en place, c'est toujours pour essayer que la personne soit la plus autonome possible sur son poste de travail. Tu peux continuer. Et donc, on a des agents d'intégration professionnelle au sein des bureaux régionaux. Ces agents vont analyser la situation du travailleur dans sa globalité. Donc, on va vérifier le poste de travail, évidemment, la sécurité. Donc, c'est souvent des questions qui sont posées par les travailleurs. Est-ce que si j'engage une personne sourde, qu'est-ce que je dois faire pour, sur par exemple un poste de travail manuel, sur une chaîne de production, comment est-ce que je peux faire en cas d'accident, en cas de feu, enfin peu importe, en cas d'incendie, pardon, comment je dois réagir. Mais aussi dans dans la partie plus accessibilité. Comment est-ce que j'accède à mon lieu de travail et peut-être à mes différents lieux de travail. Donc, ils vont être là pour conseiller, informer et soutenir financièrement via des primes. Et là, on va rentrer dans l'offre de services. Donc, j'ai mis uniquement quelques primes ou quelques éléments plus en évidence dans les dias suivantes, mais qui vous concernent davantage. Donc, on commence par le stage. Si vous rencontrez un employeur, un de vos clients, qui a une hésitation par rapport à l'engagement en mission d'un candidat que vous auriez proposé et que ce candidat est en situation de handicap, donc a une difficulté de santé, vous pourriez proposer un stage de découverte via la VIC pour essayer de motiver l'employeur. Ce stage de découverte, pour nous, c'est un maximum de 10 jours, pas nécessairement continu. Ça peut être réparti de n'importe quelle façon. Et c'est la VIC alors qui va prendre en charge l'assurance, donc en responsabilité civile, dégâts matériels et accident de travail, en prenant la personne sur la dimona de la VIC.
C'est un stage vraiment qui va au-delà de l'observation. Donc, la personne peut vraiment se tester au métier. Et donc, ça peut être une façon un peu de désamorcer des craintes chez l'employeur. Donc, voilà, c'est une des possibilités. Les centres de formation, j'en ai parlé. Donc, ces centres de formation ont une formation qualifiante, mais peuvent aussi être présents pour du bilan, un bilan d'orientation, un bilan par rapport aux difficultés du travailleur. On a aussi des services d'appui à la formation qui sont financés par l'Europe, par le Fonds social européen. Ces agents, ces coachs, seront présents pour essayer de faciliter la période de formation dans un circuit classique de formation. Donc, si vous, par exemple, vous avez un de vos candidats qui veut faire une formation, quelle qu'elle soit, tout à l'heure on parlait des caristes, des clarkistes. Si vous avez une personne, vous pensez que l'opérateur de formation pourrait avoir des difficultés pour inclure, pour intégrer cette personne au sein de la formation, on peut faire appel à un Learn Coach d'appui à la formation qui va soutenir l'équipe pédagogique, qui va soutenir leurs travailleurs et qui va permettre plus facilement de mettre en place des choses au sein de la période de formation en tant que telle. Alors, on a des opérateurs, des coachs qui peuvent s'occuper de toute déficience et on a un coach spécifique au niveau surdité. Tu peux passer à la suivante. Alors, la prime à l'intégration, c'est la prime qui est possible d'activer au niveau des agences intérim. C'est une prime, tu peux passer à la suivante aussi, qui correspond à 25% du coût salarial pendant maximum 1 an. Donc, c'est vous, en tant qu'employeur, qui recevrez ce remboursement. À vous de voir si vous rétribuez une partie, la totalité à votre client. Donc, pour nous, on n'a pas de vision sur cette partie-là. Si donc, vous avez la possibilité de nous demander ce remboursement qui correspondra, donc la rémunération, elle correspond au salaire brut qui est plafonné à 150% du RMMMG et qui comprend aussi les cotisations patronales. Tu peux passer à la suivante. Et donc, il y a quand même une condition. Il faut que la personne ait une inactivité professionnelle d'au moins 6 mois sur les 9 derniers mois. La période de scolarité, la période de formation professionnelle ou la période en ETA, en entreprise de travail adapté, est assimilée à une période d'inactivité. Donc, si c'est par exemple quelqu'un qui a travaillé en ETA, qui vient vers vous, qui veut changer d'orientation et aller vers un autre employeur, ça ne posera pas de souci par rapport à la demande pour cette prime-là. Alors, ça vous concerne moins, mais il est possible aussi d'activer dans le cas d'une reprise de travail chez le même employeur s'il y a une suspension d'au moins 6 mois. Donc, je le disais, c'est 1 an de prime. Si vous, par exemple, la mission d'intérim dure 6 mois, on va pouvoir redemander votre client, s'il engage la personne au terme de cette mission d'intérim, il va pouvoir demander le restant dû, donc les 6 mois supplémentaires en prime à l'intégration. On va pouvoir continuer sur cette prime-là s'il le souhaite. Si nécessaire, on passe sur une autre prime. Mais donc, voilà, c'est 6 mois y compris la période chez votre client. Et donc, pour nous, ça ne pose pas de souci si la demande est faite ensuite par l'employeur. Tu peux passer à la suivante. Donc, il y a un formulaire à compléter qui est la demande de prime à l'intégration qui se trouve sur notre site internet. Le document s'appelle PIBR01. Et attention, c'est à compléter dans les 3 mois de l'entrée en fonction. C'est approuvé, ce document, il est signé donc, par vous en tant qu'employeur et par le travailleur qui, lui, fera des démarches d'admissibilité au sein de la VIC. Je vais vous expliquer à quoi correspondent ces démarches. C'est envoyé au bureau régional de la VIC. Ça peut être envoyé par mail. Et alors ensuite, chaque trimestre, on vous demandera de nous envoyer le formulaire PIBR02, qui est la demande de prime trimestrielle, qui simplement reprend les autres
primes auxquelles vous auriez droit, par exemple, via d'autres organismes, sachant que nous, on arrive toujours en dernier lieu. Donc, si la personne a droit déjà à une prime, par exemple, du Forum, on interviendra sur le restant après déduction de cette prime-là. C'est pour ça qu'on a besoin des informations. Et vous allez aussi y inscrire le nombre réel de jours de travail. Comme ça nous permet de rembourser par rapport à la réalité. Alors, je pense que la dia suivante permet de voir où vous allez trouver l'info, oui. Donc, là, vous avez la page du site de la VIC. Vous allez voir que sur chaque page, vous allez retrouver le bandeau qui comprend sensibilisation et promotion, allocation familiale, scolarité, formation. Et vous voyez le rond avec emploi. Vous cliquez sur emploi. Là, vous allez retrouver toutes les aides dont je suis en train de vous parler. Et dans de nouveau, le deuxième qui est entouré mise à l'emploi, vous allez retrouver la prime à l'intégration et les formulaires qui sont téléchargeables. Et de nouveau, après, vous pouvez nous les envoyer par courriel. Tu peux passer à la suivante. Administrativement, pour avoir accès, donc pour qu'un bénéficiaire puisse accéder à cette prime, il doit avoir moins 65 ans au moment de l'introduction de la demande. Si il a déjà eu des aides chez nous par le passé, ça conviendra. Donc, même s'il a 65 ans, mais ce qui n'est pas possible, c'est qu'on fasse une première demande s'il n'est pas connu de nos services après 65 ans. C'est probablement des législations qui vont évoluer, mais donc on en est toujours à cet âge-là actuellement. C'est la première demande, quoi, qui compte, l'âge de la première demande, quoi, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Okay. Être domicilié sur le territoire de la région wallonne. Si vous avez un candidat qui est domicilié en région bruxelloise, en communauté germanophone ou en Flandre, ce seront nos équivalents des autres régions qui interviendront. Et donc, c'est le domicile de la personne qui compte, peu importe où il travaille en Belgique. Donc, s'il travaille à Bruxelles, mais qu'il est domicilié en région wallonne, ce sera bien la VIC qui sera responsable de la demande. Il faut qu'il soit belge, européen ou qu'il ait 5 ans de résidence en Belgique. Il y a d'autres assimilations, mais donc ça peut être au cas par cas. Si vous avez une situation particulière, je peux regarder avec vous ou vous renvoyer vers la liste. Tu peux passer à la suivante. Alors, il y a ce qu'on appelle en emploi des critères d'admissibilité facilitée. Donc, si la personne dispose d'une de ces attestations-là, on va pouvoir vous donner un accord directement. Il est probable qu'à un moment donné du processus, on redemande des documents médicaux à la personne, mais dans le cas de la prime à l'intégration, ce n'est pas nécessaire pour donner un avis positif et donc enclencher la demande. Donc, soit la personne est déjà connue par nos services ou par nos équivalents des autres régions si elle a déménagé. Donc, elle a une demande qui est existante, elle est connue dans nos programmes informatiques. Soit elle a fait maximum l'enseignement secondaire spécialisé. Donc, il ne faut pas qu'elle ait réussi quelque chose par la suite. Par exemple, si elle a réussi une formation IFAP, mais par la suite, on ne va pas pouvoir utiliser cette attestation-là. Mais si elle a fait maximum l'enseignement spécialisé, c'est bon. Même si elle l'a fait il y a 30 ans, hein, donc il n'y a pas de délai. Si elle reçoit, ou si, en tous les cas, non, c'est pas si elle reçoit, si elle a une décision en cours de validité qui lui permet d'accéder à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation d'intégration ou encore à une allocation familiale supplémentaire. Ce sont des décisions qui sont en lien avec le service public fédéral, sécurité sociale, DG personnes handicapées. Donc, vous avez toujours cette matière fédérale qui permet de donner des allocations à des personnes en situation de handicap. Et donc, les allocations, elles se font toujours au niveau de la Belgique et donc du SPF. Donc, si la personne vous dit qu'elle reçoit ces allocations familiales supplémentaires, c'est ce qu'on appelait les allocations familiales majorées avant. Hein. Donc, c'est pour les moins de 25 ans. Donc, dans ce cas-là, l'attestation suffira. Il suffira qu'elle nous, soit de vous, soit elle, qu'elle nous la fournisse au moment de la demande. Si elle a une décision judiciaire, une décision de FEDRIS, donc Fonds des maladies professionnelles, accidents de travail, soit une décision d'une compagnie d'assurance qui dit qu'elle a un degré d'incapacité permanent de 20%
ça convient également. Si elle est en invalidité, donc ça veut dire qu'elle a 1 an d'incapacité de travail, elle est en incapacité de travail secondaire, elle peut aussi, cette attestation suffit, donc elle est sur la mutualité depuis plus d'1 an. Et si elle a aussi une décision de 33% de l'ENEM. Voilà, toutes ces attestations-là peuvent permettre directement un octroi de la prime à l'intégration. Si elle ne dispose pas de ces attestations, elle va alors simplement nous fournir un dossier médical. Tu peux passer à la dia suivante. Et donc, le dossier médical, il va permettre de vérifier au sein du bureau régional. Donc, on a un psychologue et un médecin rattachés à chaque bureau qui permet de vérifier alors sur base soit du dossier d'un spécialiste, soit d'un généraliste, si elle a 30% de capacité physique réduite ou 20% de capacité ou 20% de capacité mentale. Et donc, il n'y a pas d'examen médical, c'est vraiment sur base d'un examen plutôt des dossiers qui nous seront envoyés. Si nécessaire, le médecin ou le psychologue peut faire une demande complémentaire, peut rencontrer la personne, mais en général, ces éléments-là vont suffire pour donner un avis. Tu peux passer à la suivante. Alors, au niveau des autres aides, on a la possibilité aussi en intérim d'intervenir dans un aménagement matériel du poste de travail. Maintenant, sur une mission d'intérim courte, ça va être compliqué parce que ça nous demande de rencontrer l'employeur et le travailleur, de vérifier avec lui quel est l'aménagement spécifique le plus approprié. Ensuite, l'employeur va, une fois un accord donné, demander des devis et pouvoir acheter le matériel qui lui sera remboursé. Donc, on sera plutôt dans une mission d'intérim longue, voire alors une possibilité d'engagement chez l'employeur. Normalement, dans la plupart des cas, on ne financera qu'une partie du matériel. La règle, c'est qu'on finance la différence entre le matériel spécifique et le matériel ordinaire. Quand c'est du matériel qui est vraiment spécifique, qui n'existe pas chez l'employeur, là, on va rembourser à 100%. Il peut appartenir alors au travailleur. Mais s'il appartient à l'entreprise, il faudra alors qu'on s'accorde pour dire que le matériel ne vous appartient pas à vous en tant qu'agence intérim, mais qu'il appartiendra bien à votre client. Donc voilà, c'est juste un point de vigilance à avoir, mais donc sachez que c'est possible et en tout cas que ce sera possible si la personne est engagée par la suite, quel que soit le moment. Donc cette demande-là, elle peut arriver à n'importe quel moment du contrat de travail. On a la possibilité aussi d'intervenir chez votre client pour un ajustement des conditions du travail. Donc c'est ce qu'on appelait avant la prime de compensation. C'est le fait de pouvoir intervenir financièrement pour de l'organisationnel. Donc, ce travailleur, après la mission d'intérim, on se rend compte qu'il aura besoin, par exemple, de temps supplémentaire pour certaines tâches, qu'il aura besoin d'être soutenu par un collègue, qu'il aura besoin de supervision. On va rembourser jusqu'à maximum 45% du coût salarial à l'employeur. Les ETA, les entreprises de travail adapté, sont subventionnées et agréées par la VIC. Vous avez 70% du personnel qui est en situation de handicap dans les ETA. Donc, ça veut dire que vous avez aussi du personnel qui est valide. Il est possible évidemment pour une ETA d'engager des personnes qui sont en contrat d'intérim. Il y a une particularité qui est liée à certains travailleurs qui, eux, doivent remplir des conditions supplémentaires pour être engagés en tant que personnel de production. Mais c'est l'ETA qui va faire cette vérification-là et qui nous fera une demande alors, ça s'appelle une demande conjointe, qui nous envoie tous les documents pour donner un accord à l'ETA pour engager cette personne-là dans ce pool, dans cette équipe particulière de travailleurs de production. Tu peux passer à la suivante. Alors, où trouver plus d'informations? Vous avez la possibilité de vous inscrire à la newsletter qui s'appelle Handy à Job. C'est une newsletter mensuelle où on reprend une série d'actualités, d'informations, conseils, etc. Donc, de nouveau, si vous prenez le site de la VIC, vous avez les newsletters tout au-dessus dans le premier bandeau. Et là, vous pouvez vous inscrire aux newsletters que vous souhaitez.
Tu peux passer à la suivante. On a aussi une base de ressources qui s'appelle ErgoJob. Donc, si vous tapez dans Google ErgoJob, c'est bien référencé, vous allez le retrouver automatiquement. Sinon, vous allez sur ergojob.vic.be. Et donc, c'est une base de ressources qui va vous permettre de déterminer des adaptations à mettre en place en fonction du handicap. Donc, la personne a une difficulté, par exemple, pour le port de charge, pour l'appréhension, pour le calcul. Vous voyez que sur le côté, vous avez des catégories. Vous cliquez, vous allez avoir en entonnoir la possibilité de cliquer à nouveau sur le type de déficience. Et ensuite, vous aurez une série de recommandations, parfois matérielles, parfois organisationnelles, parfois les deux, qui vous permettent de déjà d'aiguiller l'employeur ou le travailleur, ou alors parfois aussi le conseiller en prévention sur des adaptations à mettre en place. Et vous avez aussi la possibilité d'aller alors sur une autre façon de chercher l'information. Donc, vous voyez au-dessus, vous avez les liens utiles qui se trouvent dans le bandeau. Quand vous cliquez dessus, vous allez tomber sur une page qui vous permet d'accéder à des fiches d'efficience et emploi. Si tu vas sur la dia suivante, je pense qu'elles sont visibles. Oui. Donc, on a une trentaine de fiches d'efficience et emploi qui, elles, partent de la déficience. Donc, la personne a la maladie de Crohn. Tu sais passer à la dia suivante, je pense que tu en as d'autres. Voilà. A des troubles musculosquelettiques, a une fibromyalgie, a un syndrome d'Ehlers dans l'os. Vous souhaitez savoir ce que c'est et les adaptations à mettre en place, où l'employeur se pose des questions, vous pouvez utiliser ces fiches-là qui sont vraiment vulgarisées, donc elles sont assez faciles d'accès. Vous allez chaque fois avoir dans la fiche la même forme, une explication de la déficience, l'impact que cette déficience-là va avoir sur le milieu du travail, donc de façon globale, et ensuite des recommandations, des aménagements à mettre en place au sein de l'entreprise. Et quand c'est possible, on a aussi ajouté le lien vers une association spécialisée. Donc voilà, ce sont des outils assez faciles d'accès qui vous permettront de mieux comprendre la personne que vous avez en face de vous et de déterminer si oui ou non la mission à laquelle vous pensez est appropriée, l'environnement de travail est approprié et s'il y a des adaptations à réfléchir euh, au moment de l'intégration ou après de cette intégration. Tu peux passer à la suivante. Alors, vous avez la possibilité de télécharger, de vous faire envoyer de façon gratuite toutes les fiches qui sont rédigées par la VIC sur le site Ediwal. Alors, quand on a créé ce PowerPoint, il n'y avait pas encore de problème au niveau du SPOE. Pour l'instant, vous savez qu'il y a une cyberattaque et donc le SPOE ne sait plus ne donne plus accès à Ediwal. Donc voilà, il faudra patienter peut-être 1 ou 2 semaines pour y avoir accès. Mais donc, vous pouvez retenir que toutes les fiches maintenant sont disponibles sur Ediwal. Donc, vous donnez simplement votre adresse et tout vous est envoyé par la poste. Vous avez aussi sur notre site internet, sur les pages AVIC, les fiches PDF des aides, les formulaires de demande et quelques informations complémentaires. Vous pouvez aussi évidemment prendre contact avec le bureau régional. Donc, pour contacter le bureau régional, c'est facile, c'est chaque fois BR, donc pour bureau régional, point, le lieu du bureau régional, donc Cotigny, Libramont, Dinan, etc., @avic.be. Donc là, vous allez tomber vraiment sur directement les agents au sein du bureau. On a un numéro gratuit qu'il est possible aussi de contacter. Et vous avez aussi mes coordonnées, mail et numéro de téléphone. Il ne faut pas hésiter à me contacter si vous avez une question précise, que ce soit pour une situation individuelle ou pour une situation plus globale ou pour une question. Alors, je crois que je suis arrivée à la fin. Juste peut-être avant de passer aux questions, je vais laisser Anne expliquer la possibilité aussi d'aller au-delà de cette présentation. Oui, donc avec Valérie, on a mis une petite enquête de collaboration, enfin qui concerne notre collaboration avec et agent d'intérim, donc vous,
puisqu'on a un projet qui existe depuis plusieurs années et qui vous permet vraiment d'obtenir plus d'informations plus précises, et des sensibilisations plus approfondies, la possibilité de participer à des job days, etc. Et donc, on a repris dans cette enquête les différentes possibilités que vous pouvez cocher à votre aise et en parler à vos collègues ou aux collègues responsables d'agence, voilà, peu importe, voir un petit peu si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin et de recevoir davantage d'informations pour vous aider dans le recrutement de personnes atteintes de handicap. Euh, je remettrai ce QR code dans le mail que je vais vous renvoyer après avec le lien vers le webinaire, etc. Comme ça, vous pourrez remplir ça à votre aise. Excusez-moi. Euh, Également, on va peut-être revenir maintenant aux questions parce que sinon, Valérie, on va passer d'une chose à l'autre. Je vais peut-être laisser le temps d'effectivement répondre à quelques questions si vous en avez. C'est le moment. Moi, je vais été voir dans le chat et j'en ai écrit quelques-unes, mais sinon, je Voilà. laisse la parole aux agents si jamais, pour commencer, s'il y en a. Je peux poser la mienne du coup. Voilà. Merci Valérie déjà pour toutes ces infos très complètes, parfois même très très en profondeur. Donc, à mon avis, lorsqu'il y aura une situation qui arrivera, ben, on te contactera, on ira voir sur le Bien site, sûr. etc. Mais voilà. Moi, j'ai une question. Tu parlais pour la formation, pour les centres de formation avec qui on travaille, tu vois, mais les agences peuvent aussi former leurs candidats via d'autres centres de formation. Tu dis qu'il y a aussi un coach qui peut être disponible pour l'aide pour le ou les candidats qui viennent se faire former. Et cette aide, est-ce que c'est pour le centre de formation ou c'est pour l'employeur ou c'est organisé différemment? Alors, c'est pour le centre de formation. Donc, D'accord. Mais elle fait ça pour un groupe de candidats ou pour un candidat de manière individuelle? Elle pourrait se déplacer pour ça. oui, c'est ça, tout à fait, c'est individuel. Donc, OK. la demande, elle partira de la personne, du Ouais. bénéficiaire, et on interviendra pour cette personne-là. Alors, évidemment, si on a 2, 3 personnes sourdes dans la même formation, le coach va pouvoir intervenir pour chacun, mais la demande, au départ, elle est souvent individuelle. OK, mais ça veut dire que dans notre cas où tu vois, nous on est intermédiaire où on propose à plusieurs agences intérim d'envoyer leurs candidats en formation, c'est le Ouais. candidat qui devra faire appel à vous. Alors, l'agence intérim pourrait venir vers nous en nous disant: «Bah, pour ce candidat-là, Ah oui. on se pose des questions sur la possibilité de suivre la formation», et Oui. donc on mettrait alors le coach en lien avec les 2, agence intérim et candidat, pour essayer de faciliter la mise en formation. OK. Donc voilà, Le pour moi, il n'y a soulagement, pas c'est vrai. de Il mauvaise n'y a pas de porte règle. d'entrée. OK. Il n'y a Ouais, pas de c'est ça. règle. Peu importe d'où Ouais. vient la demande, à partir évidemment du moment où la personne est d'accord, Oui. que le coach intervienne, ça peut venir, la demande peut venir de l'agence. OK. Merci. J'ai d'autres questions, mais je laisse la place peut-être aux autres, s'il y en a. Non? Je continue alors. Oui, vas-y, vas-y. Heu, J'en ai 3. Tu parlais des primes justement et moi je sais que dans le temps, c'était obligatoire pour l'agence de rembourser une partie à l'entreprise utilisatrice, au client de l'agence. Ça a changé du coup, c'est plus obligatoire, il y a pas un pourcentage minimum? C'est différent? Non, il y en a pas. Il y a pas de pourcentage minimum. C'est Avant vrai c'était qu'il obligatoire, existait hein? des conventions il y a quelques Ouais. années avec certaines enseignes où on déterminait le pourcentage de rétribution, enfin oui, Ouais. de remboursement, aux clients, et donc bah, il y a quelques années, on a changé notre arrêté du Mmh. gouvernement wallon qui maintenant ne détermine plus ces éléments-là, et donc D'accord. voilà, on n'a C'est libre pas, quoi, c'est libre quoi, oui, c'est ça, c'est au la cas par cas. négociation commerciale de chacun, oui. OK, merci. Et dernière question, dans le temps, quand on s'était vu, quand on avait déjà fait ce webinaire, au début, j'avais commencé chez Travi, tu étais aussi disponible pour répondre forcément aux questions des agences, bah, par téléphone, par Teams ou autre maintenant, mais je sais que parfois tu te déplaçais pour une agence pour l'équipe. Est-ce que ça, c'est encore d'actualité ou pas? Oui, bien sûr, et donc là, OK. je fais référence à l'enquête dont Anne parlait, où il est Ouais, possible effectivement de demander ce type d'action, et donc on est toujours évidemment disponible, que ce soit en présentiel, en webinaire, en distanciel, peu Teams, importe la modalité, mais on ouais. peut effectivement se déplacer. Ouais, donc ça, c'est chouette pour les agences, hein, qui sont là. Bah, c'est vrai que du coup, si vous pensez que c'est bien d'avoir une sensibilisation, comme on fait maintenant en fait, hein, mais pour toute l'équipe, bah, voilà, on vient de le passer en revue. Le webinaire existe, mais si vous voulez, Valérie se déplace pour des explications bien précises, ben,
contactez-la en direct et arranger entre vous un rendez-vous alors. Ok. Ben, merci, moi c'est tout pour moi Valérie. Merci beaucoup en tout cas. C'est aussi. Ouais. Il n'y a plus de questions? Tout est clair pour tout le monde? Donc voilà, je reviens à ma petite enquête. Donc n'hésitez pas à la compléter. Je vais donc vous renvoyer le QR code. Il y a aussi, si vous voulez bien prendre une minute pour remplir la petite enquête de satisfaction par rapport au webinaire en général, ça nous aide à voilà, nous améliorer pour les suivants. N'hésitez pas à scanner le petit QR code. Je vous le renverrai aussi par mail. Et ensuite, voilà, juste pour info, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur LinkedIn si ce n'est pas encore fait, puisque vous aurez toute une série d'informations que vous verrez passer et aussi des informations sur d'autres webinaires qu'on mettra en place dans le futur et toutes nos actualités autres. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation. On est tout juste dans les temps, je pense. Ouais. Voilà. Et voilà, bon appétit à tout le monde. Merci. Merci, Bon au revoir. appétit. Merci. Au revoir. Merci Valérie. Merci, au revoir. Merci à tout le monde. À bientôt. Passez une bonne journée. Bon appétit.